Bonjour à tous, Pierre-Alain Gourion depuis le Loft Art à Villeurbanne dans le cadre du Festival des Solidarités. Eh bien, nous recevons aujourd'hui Étienne Prime qui travaille au sein du mouvement d'action sociale. Étienne Prime, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer l'hospitalité. Ce vieux mot français, plutôt sympathique. On reçoit, on accueille, on échange. Dans ce monde de brut dans lequel nous vivons, où évidemment les phénomènes migratoires augmentent, ne vont pas cesser d'augmenter, et où donc les réactions, j'allais dire, anti-hospitalières risquent de se développer. Alors vous êtes à la fois sociologue et urbaniste, vous allez nous l'expliquer. Comment est-ce qu'après des études de sociologie et des études urbanistiques, l'architecture de la ville, comment la ville est organisée, comment est-ce qu'on s'intéresse aux populations immigrantes? Votre histoire, en quelque sorte, on va commencer comme ça. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis effectivement pour revenir sur ce terme de l'hospitalité. Pour moi, cette notion rejoint la question de l'accueil. L'accueil, pour moi, elle se fait à tous les niveaux de la société. Elle se fait individuellement sur la manière dont on reçoit, dont on échange avec quelqu'un, mais elle se fait aussi collectivement car elle participe à ce qu'on est en tant que société, ce qu'on est en tant que vivre ensemble et ce qu'on est dans un quotidien immédiat. C'est toujours des questions qui m'ont traversé, ces questions de la manière dont on peut interagir ensemble. C'est pour ça que j'ai commencé par faire des études de sociologie, pour comprendre les mécanismes humains qui font que aujourd'hui, dans un même espace, sur un territoire plus ou moins petit, l'échelle d'une ville, l'échelle d'un foyer, l'échelle d'une collectivité, d'un État, ou voire même l'échelle du monde, on est en mesure de partager des communs tout en pouvant marquer aussi nos différences. À l'issue de ces études de sociologie, il y a là-dessus une notion qui m'a intéressé tout particulièrement, qui est le champ de l'urbain, le champ de la ville, car c'est, je crois, la ville qui aujourd'hui est le manifeste de toutes les tensions du monde et de toutes les divergences entre les populations. Et c'est dans l'espace urbain... Il n'y a pas de tension à la campagne ? Bien sûr, il y a des tensions à la campagne, mais peut-être qu'il y a plus de différences dans les cultures d'approche, les mondes d'approche, les mondes sociaux, des différences culturelles, sociales qui s'incarnent et qui s'impriment. Et c'est pour moi peut-être l'endroit le plus visible. Je pense qu'à la campagne, il y a effectivement beaucoup de différences, mais peut-être plus invisibles ou plus cachées, en tout cas moins parlées et moins exprimées. Mais en tout cas, c'est dans les villes que s'exprime et à la fois cette richesse de l'homme, la femme en tant que terre d'accueil, d'hospitalité, d'ouverture à l'autre, de solidarité, et à la fois, effectivement, un lieu de tension, d'exacerbation des violences, parce que c'est là aussi où se manifestent au grand jour toutes les différences. C'est là où on voit effectivement, c'est là aussi on vit en promiscuité. On vit en promiscuité avec ses voisins immédiats, avec des différences de richesse, des différences de culture qui sont très fortes et où chacun doit essayer de s'harmoniser pour essayer de vivre ensemble. Voilà, donc vous partez de l'accueil. C'est pour ça que vous avez étudié la sociologie? C'est par rapport à ça, par rapport à cette idée-là? Ouais. Exactement, ouais. Comment je suis accueilli quand je débarque quelque part et comment j'accueille les autres? Exactement, c'est ça à l'échelle individuelle, mais c'est aussi comment on se pose ces questions à une échelle collective pour progressivement améliorer la société dans laquelle on est. Moi, je suis persuadé que l'humain tout seul n'est rien et l'humain ne peut pas vivre seul aujourd'hui. Et on a besoin de l'autre, on a besoin d'une interaction avec l'autre et de construire ensemble pour créer des forces et pour créer une société qui fonctionne et dans laquelle chacun peut essayer de vivre le plus dignement possible. Et vous avez l'impression que ça s'améliore plus tôt ou que ça se dégrade plus tôt globalement? Aujourd'hui, je ne cacherai pas mon pessimisme sur ces questions d'hospitalité, d'accueil et de vivre ensemble. Je crois qu'on a été très
très atteint par ces dernières années, par les différentes crises successives, du Covid, de précarité économique, d'instabilité géopolitique, qui, je pense, amènent individuellement dans des mécanismes primaires, mais finalement assez normaux chez l'humain, de repli sur soi, de protection, de défense de ses propres intérêts. Quand on se sent attaqué, la première des réponses est d'abord de vouloir préserver ce qu'on a, et aussi les proches, mais vraiment ce premier cercle, ce premier cercle de filiation autour de nous, et que du coup on a tendance à moins s'ouvrir aux autres, et donc du coup à porter une attention moindre aux gens qui nous entourent, et à faire preuve d'un peu plus de tolérance. Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Eh bien, si, je suis plutôt d'accord sur cette vision, comment dire, à la fois optimiste. Qu'est-ce qu'un homme, et qu'est-ce qu'un homme qui vit avec ses congénères? Et puis, globalement, au niveau de la société mondiale d'aujourd'hui, situation aggravée, outre le nombre, quelques milliards que nous sommes et que nous allons devenir, aggravée par la crise climatique, entre autres, on voit bien une augmentation des phénomènes migratoires qui va arriver. On voit bien donc un repli de beaucoup de sociétés vers plus de nationalisme, plus de protection. Et oui, et on est inquiet. Et ça développe chez les individus, chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes. On fait une série sur l'éco-pessimisme ou l'éco-angoisse aujourd'hui chez les jeunes. Voilà, des phénomènes que l'on retrouve évidemment sur le plan politique en termes de protection, etc. Du coup, on est en droit de s'interroger sur ces belles idées, partageons sur leur efficience dans la réalité sociale d'aujourd'hui. C'est ça notre interrogation, c'est pour ça qu'on fait ce type d'émission, c'est pour échanger sur ce sujet. Mais pas échanger en faisant des belles phrases, en disant regarde, je suis plus intelligent que toi, je suis plus droit de l'homiste que toi. Non. Comment on fait dans le réel? Oui, à la fois, moi je reste fondamentalement optimiste sur la situation, car je vois aussi une multitude d'initiatives très locales, alors certes qui ne répondent pas à l'ensemble des problèmes du monde, qui ne répondent pas à l'ensemble des phénomènes migratoires et des problèmes ou des mécanismes géopolitiques, ça nous dépasse en tant qu'humains, et en tant qu'humain, en tant qu'individu, on ne peut pas répondre à ça. En revanche, moi je vois aujourd'hui, tous les jours au quotidien, des gens qui se battent pour essayer à leur échelle de créer des mécanismes de solidarité, de créer des mécanismes d'entente, de développer des projets où on va apporter de l'aide, on va essayer de comprendre l'autre, l'inviter, l'accueillir, et ça existe à toutes les échelles. Ça existe sur des échelles individuelles, familiales, citoyennes. Ça existe aussi à des échelles institutionnelles, plutôt au niveau local. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est aussi la fabrique du monde de demain. Certes, avec ses imperfections, certes, il y a plein d'incertitudes, certes, on ne sait pas où on va, certes, on ne sait pas comment on va répondre aux problèmes migratoires, aux problèmes de l'accueil, aux problèmes des territoires, mais cette énergie et cette force au sujet d'une société de demain, et notamment qui est portée par la jeunesse, alors qui est portée par la jeunesse évidemment sur des questions écologiques, parce que c'est un des sujets qui marquent notre nouvelle génération et la nouvelle génération de demain, mais aussi sur des problématiques sociales. Et c'est, je crois, moi, à partir de là qu'il faut qu'on travaille, à partir de là qu'il faut qu'on avance. On n'est pas là individuellement pour répondre aux problèmes du monde, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même des évolutions positives, ou en tout cas toujours des actions qui se conduisent pour améliorer le vivre ensemble sur notre territoire. Bref, on est mal barré, mais il y a quand même des solutions, et des solutions locales. Et vous dites, c'est par les solutions locales, c'est par ces initiatives locales, c'est par ces mécanismes locaux, individuels ou institutionnels, qu'on peut trouver des portes de sortie. Exemple, donnez-nous des exemples. Exemple, aujourd'hui, on développe au sein du MA, l'association dans laquelle je travaille. On va y revenir ensuite, vous allez nous parler peut-être de ce qu'est le MA. Oui, pardon. On travaille aujourd'hui au développement d'archipels
Archipel, c'est un tiers-lieu qui vient d'ouvrir aujourd'hui et qui est dédié à l'accès à l'alimentation de personnes en grande précarité. Pourquoi Archipel? Archipel, c'est un ensemble d'îles, non? Eh bien oui, mais c'est du coup un ensemble d'associations, de structures, d'institutions qui se mettent ensemble pour essayer de répondre à ces enjeux qui sont à la croisée de questions de précarité sociale, de questions d'écologie, puisque l'alimentation est liée à l'écologie, et de questions de territoire et d'urbanisme. Et je crois que c'est en croisant ces champs de compétences sur un territoire, en multipliant des acteurs qui sont différents à des places différentes, ce que va essayer de produire Archipel dans les prochains mois, que vont permettre de faire émerger de nouvelles idées et de nouvelles synergies locales entre les personnes qui y seront accueillies. Alors comment ça marche? La ville de Villeurbanne, les Camions du Cœur, donc une filiale des Restos du Cœur, et l'association LEMA, ont répondu ensemble à un appel à projet lancé dans le cadre de France Relance par l'État, à la suite de la crise du Covid-19, qui a notamment fait émerger les problématiques de l'alimentation comme fondamentale. Le dernier rapport des Restos du Cœur à l'ouverture la semaine dernière ont montré que la précarité alimentaire ne faisait qu'augmenter aujourd'hui et que de plus en plus de personnes étaient touchées, et non pas aujourd'hui plus que les plus précaires, mais aussi de plus en plus de classes moyennes qui avaient du mal à joindre les deux bouts. Donc ont répondu à cet appel à projet pour essayer et à la fois de répondre à une problématique sociale forte qui est comment on permet à des personnes en grande précarité d'avoir accès à une alimentation de qualité, à une alimentation locale, à une alimentation saine, à une alimentation de qualité et pas chère, mais aussi d'essayer d'en faire un lieu où vont pouvoir se croiser les gens du quartier, avec l'ouverture d'un café associatif, de systèmes de création d'entraide, de rencontres des publics, avec cette question de se dire qu'aujourd'hui, qu'on soit précaire ou non, un des grands enjeux pour moi autour de l'intégration des personnes qu'on accueille, ou en tout cas qui résident sur un même territoire, est la place de l'utilité sociale. C'est-à-dire de quelle place on occupe sur un territoire et quelle reconnaissance la société nous donne de qui on est et de ce qu'on fait. Et ça, aujourd'hui, c'est une des problématiques qui, pour moi, est fondamentale dans l'accueil des publics précaires qu'on héberge ou qu'on accompagne dans leur démarche au quotidien. Est-ce que vous voulez dire que pour un individu, en particulier pour un jeune, le sentiment d'une inutilité sociale est l'une des pires choses qui puissent lui arriver? Oui, moi je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment destructeur. On héberge aujourd'hui OMA, ou en tout cas on accueille OMA près de 12 000 personnes, dans des lieux d'hébergement, dans des accueils de jour. Ouais, 12 000 personnes, dont 2 000 enfants. 12 000 personnes, 2 000 enfants, et le MAS regroupe combien de gens qui travaillent au sein du MAS, au Mouvement d'Action Sociale? Alors, le MAS, c'est 200 salariés environ, c'est 21 services, répartis sur la métropole de Lyon et le département du Rhône, avec un objectif d'accueillir des personnes en grande précarité ou en grande vulnérabilité. On intervient sur 4 domaines d'action. Les personnes victimes, notamment les personnes victimes d'infractions pénales, et où on travaille sur l'accès aux droits, les personnes en grande précarité, dont notamment les personnes migrantes font partie et qu'on accueille dans ce qu'on appelle des centres d'hébergement d'urgence, mais aussi auprès des personnes usagères de drogue, où là du coup on a aussi des formes d'accueil de jour qui permettent notamment d'approcher ces publics dans une démarche de réduction des risques, c'est-à-dire de limiter la consommation, en tout cas de travailler leur consommation, tout en les accueillant et en les accompagnant vers une sortie du soin, et les personnes en situation de handicap. 12 000. 12 000 personnes qui ont au moins été reçues ou accompagnées par des professionnels. Une fois sur une année. Sur une année, au moins une fois. Ça ne veut pas dire que vous hébergez pas 12 000 personnes, évidemment. Non. Aujourd'hui, on héberge sur le territoire environ 2 000 personnes. Ah, tout de même, oui. Soit du coup dans des logements accompagnés, pour leur permettre une forme de stabilisation, soit dans ce qu'on appelle des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, notamment les publics sortant d'institutions psychiatriques, sortant d'institutions incarcération, prison, et des centres d'hébergement d'urgence,
où y est développé un accueil pour les personnes sans abri, sans domicile, et effectivement, notamment avec une problématique liée au droit au séjour. Et notamment pour ce dernier public, parce que je reviens à la question que vous posiez sur cette question de l'utilité sociale, quand on accompagne ces personnes au quotidien, et notamment quand on les héberge, on a beau développer tout un volet d'accompagnement avec les personnes autour de la sécurité d'avoir un toit, la sécurité alimentaire, l'épanouissement personnel et l'insertion par un certain nombre de démarches, par le travail. À partir du moment où les personnes ne se sentent pas considérées et ne se sentent pas utiles, on les voit se dépérir et on les voit faiblir au fur et à mesure du temps. Et c'est une grosse problématique sur laquelle je pense qu'il est fondamental de travailler, c'est que pour vivre ensemble sur un territoire, il faut avoir une place et être reconnu par cette place. Voilà, on va revenir sur ces différents thèmes en prenant notre temps, Étienne Prime. On va se faire une petite pause parce qu'on a démarré en trombe, là. Ouais. Vous nous faites réfléchir vite et bien. Alors vous savez pas, on va se faire un peu de musique avec Alain Pierre. Merci Alain. Voilà, on alterne les paroles et la musique. Parce que les mots, on sait les dire, bien sûr, quand on a appris à les dire. Mais ils sont loin de tout résoudre. Et quelquefois, on a l'impression qu'on se fait un peu plaisir en se jouant à soi-même et à notre petit groupe. Des chansonnettes pleines de bonnes intentions, mais qui se heurtent violemment à la réalité. Je prends un exemple. Pour rester sur ce thème de l'utilité sociale dont vous parliez il y a un instant en disant bah oui, c'est fondamental et bien sûr, et on le comprend bien. J'ai besoin, moi, homme, femme, de ressentir mon utilité dans le groupe pour avoir comme une légitimité d'exister. Et en même temps, phénomène qui va s'aggraver avec les années, les vagues migratoires, les riches et les pauvres, ces différences économiques qui s'accusent, les problèmes de l'urbanisme dont vous allez me parler, font que trouver son utilité sociale est de plus en plus difficile. Mais je veux dire, y compris chez des jeunes d'ailleurs, j'allais dire bien nés, diplômés,
qui sortent d'une école d'ingénieur ou d'autre chose et qui, mais je fais quoi? Je fais quoi dans ce monde? Je sers à quoi? C'est quoi mon but? Est-ce que je fais des enfants? Je n'en fais pas? On est dans une sacrée crise de civilisation, là, je me trompe? Non, non, je suis bien d'accord avec vous. Et à la fois, c'est une notion, je pense, qui mérite qu'on s'y arrête. Euh, et encore une fois, je pense qu'on n'est pas là, ou en tout cas on n'a pas les moyens de résoudre l'ensemble des problèmes du monde, mais en tout cas à une petite échelle, euh, cette utilité, elle peut aussi parfois s'incarner par des choses simples. Je vous donne un exemple. Oui, on aime bien les exemples concrets aussi. On a ouvert au MA, en lien avec la métropole de Lyon et la préfecture, un dispositif qui s'appelle les stations. Les stations, Les stations. oui. Sur la métropole de Lyon et qui accueille aujourd'hui 90 jeunes mineurs non accompagnés, donc jeunes migrants. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Mineur non accompagné. C'est quoi un mineur accompagné? C'est il a des parents, quoi. Un mineur accompagné, exactement, il a des parents. Oui, et un mineur non accompagné, il est tout seul, Voilà. il est perdu. C'est voilà. des migrants qui viennent d'Afrique, Mm-mm. pour une grande majorité, qui se déclarent avoir moins de 18 ans, qui ont traversé une partie de l'Afrique seuls ou avec des amis, traversé la Méditerranée, traversé la Libye, traversé l'Italie du Sud, traversé les Alpes, et qui arrivent sur le territoire en ayant l'envie de s'en sortir. Ils arrivent à Lyon, soit ils sont reconnus mineurs, et dans ces cas-là, ils sont pris en charge dans les cadres de politique publique, de la protection de l'enfance, en tant qu'enfants délaissés d'un territoire sans parents. Et pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Ils sont en attente d'un statut, d'une reconnaissance de leur droit à être mineur ou majeur. Est-ce que j'ai 18 ans ou est-ce que je ne l'ai pas? Et est-ce que ce que je dis est vrai ou n'est pas vrai? On a ouvert ce dispositif. Parce que je peux mentir en me faisant passer pour mineur, parce que ça sera plus facile de m'intégrer si je suis mineur, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc j'ai 19 ans, mais je veux dire que j'en ai 17. Oui. On a en tout cas des outils d'évaluation, et notamment aussi la justice qui tranche sur ces questions-là. Oui. Du coup, nous, on accueille ces 90 jeunes qui sont en attente de passer devant ce juge qui va statuer sur la vérité ou une vérité par rapport à leur âge. Et ces jeunes, qui ont du coup parfois migré pendant plusieurs mois, voire années avant d'arriver en France, arrivent tous avec cet objectif d'une utilité sociale. Et arrivent tous avec des désirs finalement assez simples, qu'est une utilité sociale qui passe par une formation, qui passe par un apprentissage, mais qui passe aussi par faire du foot dans un club, faire de la musique avec d'autres. C'est ça aussi l'utilité sociale, des choses assez simples. L'utilité sociale, c'est pas forcément nécessairement de refaire le monde. C'est des choses qui font que l'autre nous reconnaît pour ce qu'on est dans une petite situation donnée. Et on voit que quand ces jeunes finissent une formation, obtiennent un diplôme, jouent dans un club de foot et marquent un but, apprennent un instrument de musique, et ben, tout de suite, il y a une émancipation personnelle qui est hyper forte. Et on voit que tous ceux qui n'y arrivent pas, pour différentes raisons de barrière de la langue, de manière d'être aussi, et de disponibilité à s'ouvrir et à communiquer avec l'autre, on voit tout de suite que pour ces jeunes qui n'y arrivent pas, se créent rapidement des troubles psychiques, des phénomènes de décompensation, des phénomènes de mal-être, des phénomènes de repli sur soi, des phénomènes d'envie suicidaire, des phénomènes de... Et parce que ce sentiment d'inutilité est plus fort que tout. Et dans ce dispositif notamment, là, aux stations, c'est notre porte d'entrée. C'est notre point d'accès. C'est se dire comment, toi, t'es jeune, quel que soit ton âge, d'où tu viens, on va essayer, par un endroit, par un petit endroit, de te donner accès
un petit univers, un petit monde autour de toi où tu es utile. Ou en tout cas, tu as le sentiment d'être reconnu pour ce que tu es et qui tu es. Parce que sinon, aujourd'hui, donc on parle effectivement de ce terme un peu barbarisé de mineurs isolés, comme on parle autour du thème des migrations ou des migrants. Aujourd'hui, ça déshumanise. Ça déshumanise parce que... Qu'est-ce qui déshumanise? Le terme, parce qu'aujourd'hui on parle des migrants, on Oui. parle des sans-papiers, on parle Oui. des mineurs isolés. Mais Oui. en fait, on a une somme d'individus. Oui. On a une somme d'individus qui a l'envie de se faire reconnaître pour ce qu'elle est, et non pas dans cette masse que sont ce terme de migrants ou sans-papiers ou sans droit, ou peu importe comment on les appelle. Et du coup, c'est aussi, dans chacune de ces situations, reconsidérer les gens, les personnes, les unes après les autres, pour leur frayer un chemin d'intégration, d'insertion sur notre territoire. Et on voit, notamment avec ces jeunes, que c'est fondamental, et que ça marche. Et que c'est quand on n'arrive pas à faire ça, que du coup, on arrive à avoir des troubles qui sont plus importants, de mal-être, et qui fait qu'après, ces jeunes ont de plus en plus de mal à s'en sortir. Oui, pour être plus précis, derrière mon interrogation, il y a la question que l'on peut se poser, pardon de la poser ainsi, de savoir si un jeune qui est dans la difficulté, j'allais dire, soit il claque, soit il crève, soit il se noie dans la Méditerranée, soit il est obligé de résister. Alors que ceux qui sont dans nos sociétés un petit peu gâtés, quelque part, aux deux sens du terme, ceux-là parfois peuvent développer plus de vertiges suicidaires. Pendant les guerres, on ne se suicide pas. Parce qu'on tue les autres. J'entends ce que vous dites et à la fois je crois que je ne suis pas d'accord. Oui. Je ne suis pas d'accord sur deux aspects. Déjà, moi, j'essaye aujourd'hui d'arrêter d'opposer un public à un autre. Parce que je pense que ça, c'est délétère. C'est délétère dans le monde dans lequel on vit et pour faire force commune. Et qu'en fait, aujourd'hui, chacun fait face à ses difficultés. Chacun fait face à son mal-être. Et notamment, je pense que la jeunesse, pour le coup, est aujourd'hui en perte de sens. Effectivement, on en a parlé. Parce qu'en perte d'utilité, mais que la jeunesse française a toutes les raisons aussi d'être perdue, malheureuse, pas bien, que la jeunesse qui arrive aux stations et qui est issue du continent africain. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la réponse publique à la jeunesse n'est pas assez porteuse d'espoir. Moi, je crois beaucoup qu'on a besoin de rêves. Alors effectivement, peut-être que ce qu'ont en plus ces jeunes Africains qui arrivent, c'est l'espoir. En tout cas, jusqu'à arriver et jusqu'à connaître la réalité dans laquelle ils sont. C'est peut-être la différence avec la jeunesse qui vit ici depuis toujours et qui n'a peut-être jamais eu vraiment espoir. Par les images qu'on véhicule, les médias et la place qu'on leur laisse. Et cette notion d'utilité sociale, là, elle renvoie pour moi à cette forme de jeunesse. Et quand on parle d'hospitalité, parce que c'est le sujet du jour, quand on parle d'hospitalité, pour moi, elle devrait être avant tout tournée vers la jeunesse. Sur l'école, sur la formation, sur donner du rêve à chacun, et aussi vis-à-vis des migrants qui nous rejoignent en France. Et c'est peut-être du coup un trait commun, un point d'union qui pourrait y avoir entre ce qu'on appelle les migrants et la jeunesse qui réside en France depuis de nombreuses années. C'est que les migrants, ils sont majoritairement jeunes. Donc effectivement, là, on parle de ce public spécifique de mineurs, mais au-delà de ça, dans les autres centres d'hébergement d'urgence qu'on gère au MA sur la métropole de Lyon, on a une grande majorité des publics qui ont moins de 30 ans. On a une grande majorité des publics qui ont une formation ou des envies de formation, des envies de métier, des envies d'apprendre,
des envies de côtoyer d'autres, de s'enrichir. Et aujourd'hui, que ce soit pour ce public-là ou pour notre jeunesse qui réside en France, on a du mal à y répondre. Et pour moi, un des grands défis de l'hospitalité est d'arriver à mieux considérer notre jeunesse et à lui donner la place. Je pense que c'est aujourd'hui elle le futur, c'est elle qui sera la société de demain, c'est elle qui la fera, c'est elle qui fera ces nouveaux combats, qui la fera bouger, innover, se décaler, et qu'aujourd'hui on a du mal à l'entendre. Avant d'envisager ces réponses possibles, par rapport à ce que vous dites, on va s'offrir un peu de rêve musical. Merci, musicien rêveur. Il n'y a pas que les mots qui font rêver. Ils écoutent de la musique, vos jeunes? Tout le temps. Ils écoutent quoi? Un peu de tout, pas mal de rap. Ouais. Ils ont tous des téléphones? Ils ont tous des téléphones. C'est la première chose qu'il faut acquérir, non? C'est la première chose qu'il faut acquérir. On peut plus se passer de téléphone aujourd'hui et encore plus quand on est jeune. Alors, écoutez, on est sur cette hospitalité et sur les réponses que socialement nous sommes ou nous ne sommes pas capables de donner à ce besoin d'accueillir les autres, qui quelque part font partie, oui, de l'ADN français, de l'ADN européen, peut-être de l'ADN humain, je ne sais pas. On a du mal à donner des réponses. Et il semble aussi qu'on risque d'avoir de plus en plus de mal à trouver des réponses, et des réponses adaptées individuellement, au fur et à mesure de l'augmentation des vagues migratoires. Comment on se sort de cette contradiction? C'est-à-dire la montée des populations, la montée des vagues migratoires liées, entre autres, aux problèmes de guerre évidemment, mais aussi aux problèmes climatiques. Donc on voit bien que dans les 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans qui viennent, le phénomène va augmenter. Comment on s'en sort? Comment on s'en sort? J'en sais rien. Si j'avais la réponse, très facile. Oui, vous diriez, je suis le gourou, j'ai bon, la réponse, je vais vous j'ai la l'amener. réponse.
En revanche, il y a quand même quelques petits mécanismes aujourd'hui Oui. qui permettent, mais c'est un peu ce que je disais en introduction tout à l'heure, de voir qu'il y a quand même des choses qui bougent. Alors, prenons ces choses qui bougent et prenons ces exemples parce que finalement, c'est par là que, quelque part, on peut trouver des solutions. Bien sûr. Et des exemples concrets. Je vous donnais tout à l'heure l'idée de ne pas opposer les publics Oui, entre deux jeunesses, oui, celle qui vit ici et celle qui vient d'ailleurs. oui. Pour moi, il en va de même sur la ville, ou les espaces de la ville, et de ce que la ville peut offrir. Aujourd'hui, on oppose souvent les publics qui sont propriétaires, mais mal logés, les publics qui sont locataires du parc social, les publics qui sont hébergés. Parce qu'on voit bien que la problématique du logement est une problématique qui touche tout le monde dans son pouvoir d'achat, ses conditions de vie au quotidien. Et on sent bien que c'est de plus en plus oppressant, ou en tout cas ça met de plus en plus les populations sous tension. Moi je trouve que par exemple sur la métropole de Lyon, il y a une démarche qui s'est ouverte et qui n'est pas inintéressante. Qui reste encore à consolider, à construire, en lien avec l'État, en lien avec les collectivités locales, en lien avec la métropole, en lien avec les associations, les riverains, mais c'est cette logique de se dire, une ville, elle passe son temps à se refaire sur elle-même. Et donc du coup, dans une ville qui se refait sur elle-même, elle laisse des espaces qui sont vacants, elle laisse des friches. Elle laisse des espaces qui sont vacants et qui devront rester vacants un certain nombre d'années, le temps qu'une politique urbaine de rénovation, qu'un investisseur public ou privé s'engage, et parfois ça peut prendre 5-10 ans. Ça a toujours existé, mais là on sent qu'il y a une possibilité de se dire que comment ces lieux peuvent servir, notamment à des personnes à qui on ne laisse d'habitude pas la place dans la ville, et notamment les personnes en situation de migration. Avec le MA, on a du coup ouvert par exemple la base. La base, c'est un centre d'hébergement d'urgence qui accueille une cinquantaine de femmes avec leurs enfants, principalement migrantes, mais pas que, en tout cas avec des problématiques sociales importantes. C'est où ça, la base? C'est à Villeurbanne. Oui, à quel endroit? Non, c'est sur le territoire de Villeurbanne. Sur le territoire de Villeurbanne. Ouais, on ne donnera pas plus de précision. Non, pas plus de précision. D'accord. La métropole de Lyon nous a proposé, dans le cadre des prémices d'une politique de l'hospitalité, de mettre 17 tiny houses, donc des petites maisons individuelles de 20 mètres carrés, sur ce terrain, de l'aménager un peu, de le végétaliser, de le sécuriser, de faire en sorte qu'il y ait des formes d'appropriation d'espace, de convivialité aussi autour du lieu, et de poser ici un centre d'hébergement temporaire pour quelques années pour accueillir ces femmes, le temps qu'il y ait un projet de rénovation urbaine du quartier. Donc ça, c'est sur une friche, en quelque sorte. C'est sur une friche. Industrielle ou commerciale, peu importe. Nous, associations, Oui. et il y a d'autres associations aussi localement qui ont répondu et qui ont ouvert ce même type de dispositif. On a construit ça avec eux, on construit ça avec eux, avec l'idée de se dire quelle est la temporalité minimum pour pouvoir développer un centre d'hébergement pour que les personnes accueillies s'y retrouvent, pour que le coût économique soit raisonnable, pour que l'installation se fasse dans des bonnes conditions. Et aujourd'hui, nous, on s'est engagé à se dire, le jour où le maire, l'État, un investisseur privé, la métropole de Lyon souhaite faire une école, une piscine, des logements, et ben nous, on s'en va et on va se mettre ailleurs. Parce que la ville se refait sur elle-même. Et c'est logique d'urbanisme tactique, d'urbanisme transitoire, d'utiliser toutes ces transformations des espaces pour permettre d'accueillir à des publics qui n'auraient jamais été accueillis ailleurs, d'y être, permet à mon sens, d'apporter une réponse concrète à des personnes qui sont sans abri, et aussi de ne pas opposer un public par rapport à un autre. Parce que cet espace, de toute façon, sinon il aurait été quoi? Il aurait été vidéosurveillé, il aurait été gardienné, et donc il serait resté vacant pendant des années, et donc inutilisé. Alors deux questions. D'une part, comment se présentent ces tiny houses? C'est quoi? C'est des petites maisons? C'est des maisonnettes? C'est quoi? Des bungalows? Comment ça se présente? Non, c'est des petites maisons en bois de 20 mètres carrés,
d'une seule pièce avec une petite cuisine, un canapé et puis une petite chambre. Voilà, c'est des formes assez basiques. Quelle est la différence avec un appartement ou un studio? Finalement, avec un studio d'une vingtaine de mètres carrés, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Ça répond aux mêmes usages, aux mêmes fonctions. Mais ça peut se déplacer, ça peut se poser Mais facilement ça pendant peut- quelques années. Il n'y Voilà, a pas de alors- fondation, c'est ça? Alors, il n'y a pas de fondation, Oui. il y a quand même un raccordement au flux d'électricité, il y a quand même un démontage qui est nécessaire et un transport qui est assez important. Pas de permis de construire, oui. Il y a un permis de construire, mais ce qu'on appelle un permis de construire précaire. Donc on a D'accord. des règles d'urbanisme qui sont aussi simplifiées par rapport à ça. Oui, Après voilà, on ne peut pas installer une tiny house pour 3 mois, oui. mais sur 3-4 ans, qui correspond tout à fait au temps des logiques de développement et de projets urbains, il est tout à fait possible d'installer ce type de structure sur un territoire. Et donc l'avantage par rapport à un appartement qui serait situé dans un ensemble immobilier, c'est que justement c'est mobile et que ça va pouvoir se placer dans des endroits qui sont des lieux vacants. Exactement. Et les résultats, vous arrivez à pas les quantifier, mais à les mesurer? Aujourd'hui, c'est encore très compliqué à dire. On a ouvert ce centre il y a 1 an et demi et il est encore difficile d'en donner des résultats. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est un site qui vit bien. Les personnes sont contentes d'être là. On a un certain nombre de ces femmes qui sont sorties positivement vers un logement, ce qu'on appelle de droit commun, en tout cas un logement ordinaire, un logement pour tout le monde. Et ça, c'est le sens et l'objectif de notre métier. On a aujourd'hui une inscription sur un territoire, la ville de Villeurbanne, qui est réussie, avec un maillage, avec les groupes scolaires, les associations, Donc les enfants sont crèches, scolarisés, oui. Exactement. On n'a aucun problème avec les riverains. Oui. Il n'y a aucun problème avec les riverains. Non, il n'y a Est-ce qu'il y a aucun des problème liaisons? avec les riverains. Est-ce qu'on se parle? On essaye. En tout cas, on laisse la porte ouverte pour que puisse s'exprimer du mécontentement ou en tout cas de la crainte telle qu'il y a. Je crois que Pourquoi il n'y a pas d'hommes? Pourquoi il n'y a que des femmes? parce qu'aujourd'hui, ça répond à une logique de la protection de l'enfance. C'est la métropole de Lyon, du coup, là, en l'occurrence, qui nous finance ce lieu et qui porte une priorité à l'accueil des femmes isolées avec enfants, considérées comme particulièrement vulnérables sur le territoire et donc, du coup, devant être mis en priorité à l'abri. Par rapport à d'autres publics, par exemple. Mais je crois qu'au MAP, on tient à quelque chose qui est important et qu'on s'efforce de faire, c'est qu'on arrive avec des projets qui sont parfois difficiles à accepter sur un territoire, pour des voisins, pour d'autres publics, et on essaye, autant que se faire se peut, de travailler ces projets en lien avec le territoire, en lien avec un territoire très local, de travailler en lien avec les voisins, de travailler avec la municipalité locale, de travailler avec les associations du quartier, pour faire en sorte que cet accueil de migrants, qui est parfois mal vécu, se fasse de manière la plus apaisée possible, et qui, si parfois au départ est un peu houleuse ou difficile, parce que du coup, faisant face à des craintes ou à des imaginaires assez répandus, finalement, d'arriver à dépasser tout ça. Et notamment sur la base, je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire. Et ce type de projet fonctionne parce que elle est le fruit d'une bonne connexion entre toutes les échelles. Elle est le fruit entre une bonne connexion, d'un alignement des astres entre l'échelle très locale, un territoire qui est prêt à accueillir, une collectivité qui est prête à financer, une association qui est prête à gérer avec un sens commun ou un objet commun. Et aujourd'hui, cette politique de l'hospitalité que tente de développer la métropole, elle en est à ses prémices, mais
il y a encore beaucoup d'imperfections, mais en tout cas, il y a une volonté de pouvoir travailler. En tout cas, il y a un espace de discussion pour essayer d'avancer là-dessus. Voilà, alors vous parliez des tiny house, on est allé voir, regardez. Bonjour, Bonjour, comment vous vous appelez? je m'appelle Mounia. Et Mounia, vous habitez ici, comment ça s'appelle ces petites maisons J'habite ici, c'est un centre d'hébergement à la base. D'accord, d'accord. Et vous arrivez d'où alors? De quel pays? Oui. Je suis algérienne, D'accord. Vous êtes arrivé il n'y a pas longtemps ou bien... ça fait 3 ans. Voilà, Mounia, merci de nous recevoir dans ton chalet. Je ne sais pas comment il faut dire, si on appelle ça un chalet. Tiny House. En fait, moi je suis arrivée parce que ce site il est nouveau, c'était en mars 2021. Là, ça fait 1 an et demi que je suis là. Avant, j'étais hébergée à l'hôtel. Et tu as eu un statut, tu as quel statut pour résider comme ça ici? Tu as le statut de réfugié, comment ça se passe? Rien du tout. En général, le refuge, il héberge les sans-papiers. Il faut être habité d'abord à l'hôtel. Et il y en a aussi des familles ici avec les papiers, mais ils étaient à l'hôtel en attendant qu'ils donnent les maisons et tout. Et alors, en ce qui vous concerne à vous, comment ça s'est passé? Vous êtes arrivé en France dans quelles conditions? Je suis arrivée en France avec un visa. Et c'est comme tout le monde, c'est pour améliorer son niveau de vie. Et j'étais hébergée à l'hôtel. Pas tout de suite, mais c'est par le biais de la métropole. Et après l'hôtel, je fais à peu près 1 an. Et automatiquement, ils m'ont hébergée dans un centre comme celui-là. D'accord. Et comment vous avez décidé de partir en France? De quelle manière? C'est comme tout le monde. Quelle manière? C'est juste pour améliorer mon niveau de vie. Tout le monde vient en Europe pour changer sa vie. Et ça marche? Ça marche pas pour tout le monde, c'est difficile. Pour vous, est-ce que ça a marché? Ça a marché d'un côté parce que j'étais bien accompagnée par l'association Lema, j'étais bien accompagnée par la métropole, mais il y a toujours des lacunes et des problèmes. Alors voilà des exemples donc, que vous nous donnez de partage des communs, d'initiatives locales, de mécanismes à la fois individuels et institutionnels propres, selon vous, dans la mesure où les astres sont alignés. Je reprends votre terme. Les astres, c'est qui? C'est les financeurs. C'est qui les astres alignés? Ce sont les financeurs, ce sont les collectivités locales, ce sont les associations comme la vôtre et des volontaires qui mettent beaucoup d'énergie à réussir ces propos. Quand les astres sont alignés, on arrive, à travers ces initiatives locales, à trouver des solutions. Mais on est loin du compte. Par rapport, je veux dire, à l'importance que va revêtir dans les mois, les années, les décades qui viennent, les phénomènes d'immigration tels qu'on peut les anticiper. Après tout, l'urbanisme, c'est aussi une manière d'anticiper les choses. C'est aussi une manière de prévoir de quelle manière la population va se développer, de quelle manière on va pouvoir la loger, la faire circuler. Comment vous voyez les choses? Effectivement, on est loin du compte. Après, je pense que le sens de nos métiers, et, le sens de nos associations est de ne pas se poser en sauveur du monde, mais d'essayer par de petits exemples locaux de montrer, que ça peut marcher, de donner envie que ça recommence, de donner envie que ça se reproduise. Et puis, il y a aussi un gros enjeu de sensibilisation. On s'efforce, je crois, au quotidien, dans nos centres d'hébergement, dans nos structures d'accueil, de faire en sorte que le public qu'on accueille soit le plus possible inscrit sur un territoire, puisse y développer une forme de citoyenneté au sens d'appartenir à la cité, d'appartenir à la ville, et donc du coup de pouvoir aller ou être à la rencontre d'autres publics. Et bien sûr qu'on ne sauvera pas le monde, et
Et on se le dit assez régulièrement, de se dire que quand on ouvre une nouvelle boîte pour répondre à une nouvelle problématique, sitôt ouverte, il faut déjà qu'on réponde à une autre. Et parce que du coup, il va y avoir une nouvelle problématique sociale qui va émerger et un nouveau besoin qui ne sera pas couvert. C'est un peu un monde sans fin, je suis d'accord avec vous. Et à côté de ça, moi je crois qu'au quotidien, si parce que ne serait-ce qu'une résidente ou une femme de ce centre d'hébergement d'urgence de la base va rencontrer avec sa voisine du quartier et qu'on va la faire changer d'avis, ou en tout cas qu'elle va avoir une autre image d'une population migrante, bah, moi ça me suffit, parce que du coup ça fait une personne de plus qui peut-être demain, dans la rue, dans une démarche citoyenne ou autre, va aussi faire preuve d'un peu plus de tolérance, ou en tout cas changer son image. Je crois qu'on est aussi là pour sensibiliser, donner notre image, montrer que les profils des gens qu'on accueille, qu'ils soient migrants ou non, ou avec d'autres problématiques sociales, peuvent tout à fait vivre avec d'autres, vivre sur notre territoire sans créer de problématiques particulières, ou voire même faire preuve de richesse et d'ouverture pour les autres. Voilà, et c'est un peu le sens. On recevait il y a peu de temps le maire de Villeurbanne. C'est un peu le sens aussi de l'histoire, quelque part, de Villeurbanne, qui a été d'intégrer progressivement des vagues migratoires. Alors, dans ce que vous constatez chez les gens, par exemple, qui sont dans ces petites maisons, dans ces tiny houses, ils ont ce sentiment d'appartenance à la ville de Lyon, à la communauté, à Villeurbanne, où ils sont toujours d'ailleurs et ils seront toujours d'ailleurs? Alors non, ils ne seront pas toujours d'ailleurs. Ça, c'est pas vrai. Après, le sentiment d'appartenance, je pense qu'il prend du temps. Et pour se sentir appartenir, il faut déjà avoir réglé ses propres soucis individuels aussi, je crois. Et on est face à un public accueilli qui vit dans l'incertitude. L'incertitude du monde qui nous entoure, comme vous et moi, mais aussi l'incertitude de est-ce que j'ai le droit de rester ici? Je suis hébergé, mais pour combien de temps? Est-ce que je vais avoir des papiers? Est-ce que je vais avoir le droit de me former? Est-ce que je vais avoir le droit de travailler? Et donc du coup d'être un peu dans une situation d'attente. C'est cette situation d'attente qu'on essaye de travailler aujourd'hui et qui est peut-être la plus dure aujourd'hui à travailler et à laquelle on est le plus confronté, c'est de sortir de cette attente. Merci Étienne Prime pour ce grand regard global. J'aime bien quand vous incorporez du rêve, de l'espoir, du futur, parce qu'on a besoin de ce type de discours pour donner un sens, certes, aux vies de ceux qui ont du mal qui bougent, qui ont été expulsés ou qui sont sauvés de leur pays, et puis aussi aux populations locales. Parce qu'il y a les imaginaires négatifs dont vous parliez il y a un instant, il y a cette folie qui fait qu'on a peur des autres, et qui est exploitée évidemment politiquement, et c'est peut-être à travers des exemples concrets comme ceux que vous avez commencé à nous donner, qu'on peut rapprocher les imaginaires des uns et le réel des autres. Merci encore. Je vous remercie de m'avoir invité.